Salut Thomas, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Thomas, tu es candidat de la NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, dans la troisième circonscription de Seine-Saint-Denis, qui regroupe Noisy-le-Grand, Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne et Neuilly-Plaisance. Alors, la Seine-Saint-Denis, justement, ce matin, Éric Zemmour a dit sur RMC que ce n'était pas la France. Alors, c'est pas la première fois que l'extrême droite s'attaque au département le plus jeune et le plus pauvre de France. Qu'est-ce qui fait de ce territoire un bouc émissaire de l'extrême droite? Je crois que c'est ce que déteste Éric Zemmour est incarné par la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire un multiculturalisme, mais qui fait la richesse de ce département où il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens qui sont issus de diversité, mais qui crée aussi une émulation et qui fait que c'est véritablement ça la France. Et les propos d'Éric Zemmour sont absolument inacceptables. Tu l'as dit, c'est pas la première fois. Il l'avait fait pendant la campagne présidentielle. Il l'a refait après les événements au Stade de France. Et on n'a aucune leçon à recevoir d'un candidat raciste qui, lui, rêve de la France de Vichy, de réhabiliter Pétain et Papon. Et les habitants de la Seine-Saint-Denis, ils ont aujourd'hui une autre vocation que de servir de paillasson à l'extrême droite. Et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité être candidat dans le département dans lequel j'habite, pour redonner de l'espoir à ces gens-là, qu'ils aient des députés qui les défendent au quotidien et qui mettent un coup d'arrêt à ces propos d'extrême droite racistes à longueur de journée, qu'en vérité on n'entend que sur les plateaux télé. Éric Zemmour, ça fait longtemps qu'il n'a pas dû mettre un pied dans un quartier populaire de Seine-Saint-Denis et de rencontrer cette jeunesse-là qui est véritablement l'avenir de la France. Alors, il y a 12 circonscriptions en Seine-Saint-Denis avec Éric Coquerel, Stéphane Peu, Bastien Lachaud, Alexis Corbière, Clémentine Autain, Soumia Bourrois, Raquel Garrido, Fatia Kelouachi, Aurélie Trouvé, Nadège Abon-Mangoli et Jérôme Lagrave. Il y a des chances que beaucoup de députés, voire tous les députés de Seine-Saint-Denis soient étiquetés NUPES après le 19 juin. Qu'est-ce qui fait de la Seine-Saint-Denis un territoire de prédilection pour vous, pour la gauche et l'écologie, pour la NUPES? Bah, historiquement, c'est un territoire de gauche, mais c'est aussi un territoire qui est abîmé plus que les autres par les politiques nationales. Parce que tu l'as dit en introduction, c'est un département le plus pauvre de France. Donc, quand il y a des décisions politiques nationales qui sont prises, elles ont un impact beaucoup plus fort sur le département. Aujourd'hui, on est en désert de services publics, notamment sur la question de la santé. Vous trouvez plus de médecins, il y a de moins en moins de transports. Les logements, c'est une catastrophe. On en parlera certainement après. La question du pouvoir d'achat. Moi, j'étais hier, par exemple, sur une épicerie solidaire à Neuilly-sur-Marne où il y a 2000 bénéficiaires. Il y en avait 1250 avant le Covid, on en a 2000 aujourd'hui. C'est des gens qui, pour accéder à l'épicerie solidaire, ne doivent pas payer d'impôts. Et aujourd'hui, ça a été ouvert à des gens qui payent des impôts parce qu'ils ont des salaires tellement bas qu'ils n'arrivent plus à bouffer. Donc la Seine-Saint-Denis, elle cristallise ça. C'est un département pauvre et jeune qui est maltraité par les politiques publiques. D'ailleurs, on voit que l'État n'investit pas assez dans ce département-là sur la question de l'éducation. Les parents d'élèves ont dit qu'un gamin en Seine-Saint-Denis perdait en moyenne un an d'études par rapport aux autres départements de France. Donc ça, c'est pas acceptable et l'État doit rattraper ce retard-là. Donc il faut mettre des moyens, il faut imposer une autre politique. Et c'est aussi pour ça qu'au premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête dans 37 villes sur 40 en Seine-Saint-Denis parce que c'est un vote d'espoir, de résistance et de dignité où les gens ont dit mais on veut plus subir les politiques d'Emmanuel Macron, on veut plus être montré du doigt et on veut pouvoir vivre dignement. On veut pouvoir se loger, se déplacer, manger, avoir une éducation de qualité, accéder à la culture, qui sont des choses qui nous semblent pour nous primordiales. Et pour ces habitants de ce département-là, elles en sont privés depuis des années. Au-delà de la question stricte de la Seine-Saint-Denis, est-ce que toi tu y crois à la majorité de la NUPES le 19 juin? Et sous question, si vous n'avez pas la majorité, ben, vous serez dans l'opposition. Est-ce que tu penses que cette union de la NUPES, elle va pouvoir tenir dans l'opposition? Je veux dire, est-ce que vous allez continuer à vous parler entre les écologistes, les communistes, les insoumis et les socialistes? En tout cas, je le souhaite. Et c'est aussi le sens de l'accord qu'on a passé. C'est-à-dire que c'est un accord qui est évidemment sur un programme de gouvernement, mais qui pose les bases de continuer à travailler ensemble après, sinon ça n'a pas de sens. Et c'est aussi pour ça que ça marche aujourd'hui. Parce que je crois que les gens ont compris que ce n'était pas un accord simplement électoral avec une addition de logos. C'est un accord politique de programme et de travail en commun ensemble. Et ça, c'est très fort. Et oui, je crois qu'on peut gagner. Et aujourd'hui, moi, je m'inscris en faux contre les agents de la résignation, toutes celles et ceux qui alimentent la désespérance, qui nous avaient déjà fait le coup à la présidentielle en disant vous êtes divisés, vous pouvez pas gagner, Jean-Luc Mélenchon n'a aucune chance, donc ça ne marchera pas. Là, on est rassemblés et on peut gagner. On le sent sur le terrain tous les jours qu'il y a une dynamique, qu'il y a des gens qui nous interpellaient avant l'élection présidentielle ou depuis des années pour dire mais pourquoi vous n'êtes pas ensemble. Aujourd'hui, on a créé les conditions d'avoir dans chaque circonscription un seul candidat ou une candidate de toutes les forces de gauche et écologiques. Donc oui, c'est possible. Simplement, ça passe par une mobilisation très forte. Et moi, je dis à celles et ceux qui se sont levés le 11 avril avec la gueule de bois, qu'ils aient voté d'ailleurs pour Mélenchon, Jadot, Roussel ou Hidalgo, qui ne se sont pas sentis représentés au second tour, vous avez les moyens de changer les choses. Vous avez les moyens d'envoyer un maximum de députés à l'Assemblée nationale pour faire de Jean-Luc Mélenchon le Premier ministre. Et je dis une chose, c'est pas Mélenchon Premier ministre pour se faire plaisir. C'est pour avoir des décisions concrètes qui changent la vie des gens.
On a parlé du SMIC à 1500 euros, de la retraite à 60 ans, du blocage des prix. Enfin, il y a un arsenal de mesures qui va changer la vie des gens. C'est ça qu'il faut bien se mettre en tête. Si nous sommes majoritaires demain à l'Assemblée, votre vie va s'améliorer et on sortira des logiques qui vous ont pourri la vie depuis 5 ans et même plus. Alors, tu l'as dit, sur le terrain, c'est vrai que c'est assez dynamique, hein. Moi, je le vois en Île-de-France, je me suis baladé, je vois beaucoup de gens qui traquent, beaucoup de gens qui font du porte-à-porte. Mais les commentateurs médiatiques se plaignent d'une campagne morne. Qu'est-ce qui, d'après toi, fait cette distorsion en fait entre la façon dont c'est vu dans, je sais pas, les rédactions nationales et la réalité du terrain? Bah, parce que ça fait longtemps que ces gens-là sont pas descendus sur le terrain déjà, parce qu'on voit les éditorialistes et celles et ceux qui chroniquent la vie politique, ils le font souvent depuis Paris et ils ne sortent pas de ces lieux-là, mais parce qu'il y a aussi une absence de débat contradictoire. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est le seul parti, enfin, l'association de partis et ce rassemblement a proposé un programme, a proposé des idées. On peut être d'accord ou pas, est-ce qu'on propose, mais on peut pas nous dire qu'on n'a pas une vision de la société. Aujourd'hui, prenez la campagne des candidats de la majorité présidentielle, c'est quoi leur programme, c'est quoi leur proposition? On les entend pas. Les républicains sont absolument silencieux, et si vous prenez l'extrême droite, c'est toujours la même chose, stigmatiser les étrangers. Donc il n'y a pas aujourd'hui d'autres forces que nous qui proposons ça, et c'est un peu la continuité quelque part de l'élection présidentielle, où Emmanuel Macron n'a pas voulu débattre, il a enjambé ça, et aujourd'hui il va encore enjamber les élections législatives, et les seuls arguments de la majorité, c'est de dire on ne pourra pas couper son bois dans son jardin. Mmh, À tel point que l'AFP a dû expliquer sur Twitter tous les mensonges qui étaient dits par les membres du gouvernement. mmh. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a des attaques qui sont faites à notre égard et sur notre programme, mais qui sont pas sérieux, qui sont, enfin quand j'entends dire c'est les chars soviétiques à Paris, ben, de quoi on parle? Notre programme, et je le dis pour que les gens l'entendent, on n'invente pas des mesures à la seconde, on prend des choses qui ont déjà existé par le passé, qui ont été abandonnées et qu'on demande de refaire pour améliorer la vie des gens. Donc véritablement, saisissez-vous des bulletins de vote parce qu'il faut participer et ne vous laissez pas voler l'élection. À celles et ceux qui disent que c'est déjà joué, qu'il faut faire confiance à Macron, qu'il a sa majorité et que ces élections ne servent à rien, non, elles servent à quelque chose. Ce sont les députés qui font la loi, c'est le Premier ministre qui conduit la politique du pays. On l'a peut-être oublié en 5 ans parce qu'on a eu un président qui a gouverné par un conseil de défense et qui a méprisé l'Assemblée, mais vous avez les moyens de reprendre votre destin en main. Mais justement, toute la cabale médiatico-politique à l'encontre de la NUPES, qui dit tout ce que tu as dit, hein, enfin que les chars russes vont rentrer à Paris, genre je sais pas quoi. Enfin vraiment, c'est du délire absolu, mais ça a un degré d'intensité. Moi, j'avais pas connu 81, hein, toi non plus d'ailleurs, mais ça a un degré d'intensité que moi j'avais jamais connu. C'est-à-dire que là, par exemple, Challenge fait une qui va être placardée sur tous les kiosques de France avec la tête de Mélenchon et au-dessus écrit l'enfer. C'est-à-dire que, est-ce que toi tu penses que ça peut avoir des effets négatifs ou est-ce que ça va au contraire renforcer votre posture d'opposition au pouvoir macroniste? Je crois que d'abord ça symbolise la peur de celles et ceux qui sont aujourd'hui aux affaires et qui dirigent le pays parce qu'ils sentent que c'est possible de basculer. Je pense qu'ils réalisent aussi que l'élection présidentielle, ils sont passés à 2 doigts d'avoir Jean-Luc Mélenchon au second tour de l'élection présidentielle. Et quand dans un pays comme la France, on a 7,8 millions de personnes qui mettent dans l'urne un bulletin pour un programme de rupture et radical, qui remet en cause les logiques que les gens qui nous critiquent portent aujourd'hui, ils sentent que c'est passé à 2 doigts, et ils voient bien que sur le terrain, partout, la mobilisation, elle prend. Donc moi, je crois pas que c'est un effet dissuasif, et contrairement à ce qu'on peut penser, les gens, ils réfléchissent. Les gens, ils savent de quoi on parle, et c'est aussi le fruit de la campagne de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, qui était une campagne d'éducation populaire. Les réunions publiques qu'on a tenues, elles ont servi à ça. Le programme, il est le fruit d'auditions de gens qu'on a rencontrés, avec lesquels on a discuté, et quand vous allez sur le terrain, moi, j'ai été marqué par ça, c'est-à-dire qu'on frappe aux portes tous les soirs pour dire il faut aller voter ce week-end, il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a la nouvelle Union populaire, voici les mesures. Les gens, ils savent déjà les mesures. Ils savent déjà les propositions qu'il y a. Et ils sont pas à attendre les injonctions de certains médias pour dire attention, Jean-Luc Mélenchon et l'ensemble de la gauche, c'est l'URSS qui va revenir. Je pense que les gens, ils sont pas si dupes que ça. Et ils voient bien le jeu stratégique qui est opéré par Emmanuel Macron, qui est servi par une partie des médias. Et on a l'habitude, c'était déjà le cas en 2017 et ça recommence. Moi, je crois que ça peut au contraire renforcer la mobilisation des gens qui n'acceptent plus aujourd'hui qu'on leur dise il faut faire ça ou ça. Ils sont capables chacune et chacun de décider pour qui ils ont envie de voter, pour quel programme. Alors là, ce que tu fais toi dans ta campagne depuis quelques semaines, c'est bon des rencontres, du tractage, du boitage et toutes sortes de choses en fait que font des militants en période de campagne. Mais après les élections, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on peut imaginer continuer à mobiliser tous ces gens qui veulent faire de la politique autrement? Tu as raison, c'est un véritable enjeu, puisqu'on l'avait déjà un peu vu en 2017, il y avait des gens qui étaient arrivés dans les organisations politiques et notamment à la France Insoumise avec le score de Jean-Luc Mélenchon.
et qui ont été perdus entre les deux présidentielles. Et là, moi en tout cas, moi j'ai remarqué une chose, mais c'est vérifié partout. C'est-à-dire qu'au lendemain du 10 avril, il y a des gens qui sont venus partout dans les groupes d'action de la France Insoumise et de l'Union Populaire dire on veut militer parce que on veut pas ni Macron ni Le Pen et on veut continuer à s'engager parce qu'on sait qu'on peut changer les choses. Et donc pour les garder, il y a la campagne législative, donc ils sont mobilisés, ils sont en action, c'est très bien. C'est comment demain on les maintient dans cette dynamique-là. Alors évidemment, si on gagne, c'est plus facile. Donc je vais parler de cette hypothèse-là. Moi, par exemple, si je suis élu député dans 15 jours, dans 10 jours, le 19 juin, je souhaite qu'il y ait une assemblée populaire qui soit construite à l'échelle de la circonscription, avec toutes les organisations politiques qui participent au rassemblement, mais aussi avec des citoyens, des syndicalistes, des militants associatifs, qui me permettent de m'appuyer sur cette structure-là pour me dire mais attention là ça va pas, on a tel souci dans la circo, il faut l'appuyer au Parlement, il faut que tu portes notre combat, comment on travaille les projets de loi ensemble. Un exemple concret, j'ai rencontré une association qui s'appelle Zéro Déchet, qui travaille sur la question évidemment du plastique, et on a convenu, si j'étais élu, je pourrais travailler avec eux pour porter des propositions de loi ou des amendements sur ces questions-là. Parce que quand on est député, on n'est pas expert de tous les sujets, et c'est au contraire celles et ceux qui sont au quotidien sur des sujets qui, eux, sont les experts, qui maîtrisent ces domaines-là, et on a besoin de s'appuyer sur eux. Donc c'est ce qui va garder les gens dans l'action, c'est le lien entre l'élu et le territoire. C'est ce qui a fait défaut à beaucoup de macronistes, et je le vois dans ma circonscription. Le député sortant n'a pas été vu pendant 5 ans sur le terrain. Il a été à l'Assemblée pour voter toutes les lois d'Emmanuel Macron, mais il n'a pas pris en compte les besoins du territoire. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent on ne veut plus de ça. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des élus qui sont déconnectés. Tout le monde a conscience que le mandat de député est un mandat national, mais il faut qu'il y ait un lien très fort avec le territoire. Et tu as parlé de ce que je faisais, du tractage, du boitage et tout ça. On fait aussi des permanences mobiles. C'est-à-dire qu'on a choisi les week-ends et les jours fériés de rester 4 heures en bas dans un quartier populaire. On fait du porte-à-porte 2 jours avant pour l'annoncer. On se met 4 heures en bas, on discute avec les gens. Si je suis élu, on maintiendra ce dispositif-là pour que je puisse être en contact direct avec les gens, pour qu'ils puissent m'interpeller par ce moyen-là, échanger avec eux, rendre compte du mandat parce que c'est très important. Donc c'est quelque part, c'est un peu de la démocratie directe, même si c'est un mot que tout le monde utilise aujourd'hui, mais je crois qu'il y a un lien très fort à garder avec le territoire, avec celles et ceux qui travaillent dessus au quotidien. Thomas, tu étais cheminot, tu étais même à la CGT cheminot. Je suis toujours à la CGT Tu es cheminot. toujours à la CGT cheminot. Je sais que la problématique des transports est de celles qui te tiennent particulièrement à cœur. Ça va être un de tes axes de bataille si tu es élu député. Mais pourquoi exactement tu vas te battre? Déjà, pour refaire de la SNCF une entreprise 100% publique, parce que tu l'as dit, j'ai été cheminot et je suis toujours à la CGT, et les transports, c'est un sujet qui m'anime, mais parce que c'est une problématique qui est cruciale. Enfin, moi, je suis arrivé ce matin, j'ai pris le RER A, j'ai mis 1 heure pour faire 4 stations parce que ça ne marchait pas, il y avait des problèmes. Donc, il y a besoin de moyens, et il y a besoin de remettre en place le droit au transport, qui devrait être effectif en France et qui ne l'est pas. Je donne un exemple, sur ma circo, à Neuilly-sur-Marne, il devait y avoir une ligne de métro. Ils ont construit 8000 logements. La ligne de métro, elle n'a pas été financée, donc elle n'est pas construite. Donc on se retrouve avec des immeubles, des gens qui habitent là. Ils n'ont pas de commerce de proximité, ils n'ont pas de transport, ils n'ont pas de place pour garer leur bagnole, donc ils sont livrés à eux-mêmes. Donc il faut revenir là-dessus. Et je crois que le transport, c'est aussi une question qui permet aux gens de se déplacer, mais qui est une question d'aménagement du territoire, de réindustrialisation, de remettre des bassins de vie en activité. Donc il y a urgence à faire ça. Et puis c'est une question écologique. Quand on fait du service public et du train, du métro, du RER, on enlève des bagnoles et des camions de la route et on permet de mieux respirer. Les gens qui aujourd'hui habitent en Seine-Saint-Denis sont exposés à des airs extrêmement pollués, notamment ceux qui habitent au bord des autoroutes et du périph', qui sont les plus pauvres. Donc c'est aussi un marqueur d'inégalité. Et remettre du transport ferroviaire public permet de lutter contre ça. Et puis je suis très attaché à ce que la SNCF revienne une entreprise 100% publique, unique et intégrée, sinon ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, on voit qu'Emmanuel Macron va à rebours de ce qui se fait partout ailleurs. L'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles, qui sont quand même pas des pays de communisme, ont renationalisé le réseau ferroviaire parce que ça ne marchait pas avec le privé. Donc il faut revenir et il faut stopper ces logiques avant que la casse soit totale. Alors, dans ta campagne, j'ai aussi vu que tu avais mis l'accent sur la question du logement. En moyenne, il représente près d'un tiers des dépenses des ménages aujourd'hui. Et les loyers, notamment en zone métropolitaine, comme dans ta circonscription, sont en augmentation. C'est quoi la bataille à mener? Il y a plusieurs batailles. Il y a d'abord celle de l'accès au logement. Aujourd'hui, en Île-de-France, quand tu fais une demande de logement social, tu as 10 ans en moyenne pour être satisfait, ce qui est absolument pas possible. Et il y a la question du loyer, tu l'as dit, et on a aujourd'hui des chiffres qui disent que les loyers vont augmenter de 5% en moyenne. Donc il y a cette question du prix. Nous, on parle de l'encadrement des loyers pour réguler ça parce qu'on considère qu'on ne peut pas le laisser au marché.
Et puis, il y a une politique qui est à la fois de construction et de rénovation. Nous, on dit qu'il faut construire 200 000 logements sociaux par an pour répondre à la demande et en rénover 700 000. Parce que dans ma circo, par exemple, et c'est pareil pour l'ensemble du département, les 2 tiers des logements sociaux ont été construits avant 1985, c'est-à-dire avant les normes énergétiques et thermiques. Donc on a des gens qui vivent dans des passoires thermiques, qui mettent la planète en danger, qui se mettent eux-mêmes en danger parce qu'ils mettent des systèmes d'appoint qui dégagent des trucs qui peuvent les intoxiquer. Et puis c'est une plaie pour le portefeuille parce que c'est des factures pharaoniques. Donc il y a une véritable politique à engager sur le logement et c'est partout le cas en France. Mais en Seine-Saint-Denis, cette question, elle est prégnante. Les gens, ils n'arrivent pas à se loger. C'est cher, les logements sont pourris, donc il faut engager cette bataille-là. Le gouvernement avait beaucoup promis là-dessus, il n'a rien fait, et nous on a un programme très ambitieux sur cette question qui concerne des millions de personnes. J'ai une dernière question, Thomas. Tu es militant syndical, je l'ai dit, engagé aussi contre l'extrême droite en tant que président de l'Observatoire de l'extrême droite. Tu as même écrit un bouquin sur la question aux éditions Arcane 17, Au cœur de la haine. Pourquoi, au fond, tu veux être député? Qu'est-ce qui fait que tes autres formes d'engagement ne te suffisaient plus et que tu t'es dit, bon, bah maintenant, il faut que j'ai un mandat électif national? Je crois que je garderai toujours mes activités à côté, puisqu'elles ne sont pas incompatibles, et j'ai envie de te dire que je sois élu ou pas, d'ailleurs, on est avant tout des militants, et je continuerai le combat, et je me mobiliserai toujours pour les questions qui me passionnent depuis des années, la lutte contre les inégalités, les services publics et l'extrême droite. Mais il y a aussi un moment où si on veut changer les choses, ben, il faut exercer des responsabilités, il faut arriver aux affaires, et c'est ce que j'ai un peu dit pour Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Moi, je souhaite pas être député parce que ça me fait plaisir d'être député. C'est pour changer la vie des gens, avoir un impact sur les lois, porter la voix de ses habitants, faire évoluer leurs conditions de vie. Et on est à un moment historique. Je crois qu'on a réussi un accord qui est incroyable, alors qui satisfait peut-être pas tout le monde, mais on a mis 13 jours et 13 nuits pour faire quelque chose que personne n'imaginait possible en vérité. Et Jean-Luc Mélenchon a eu le sens politique et la responsabilité de dire il faut le faire. Et aujourd'hui, je fais partie d'une jeune génération qui est engagée depuis des années, qui a toujours été, j'ai envie de dire, mobilisée sur la question du rassemblement, parce qu'elle nous paraissait essentielle pour gagner pas un rassemblement à n'importe quel prix. Mais aujourd'hui, voilà, on a les conditions pour écrire une partie de l'histoire de ce pays, pour changer les choses. Et puis, on veut plus laisser la politique à celles et ceux qui l'ont depuis des années entre les mains. Ça fait 15, 20, 30 ans pour certains qui sont élus, qui n'ont rien changé à la vie des gens. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils dégagent, j'ai envie de leur dire, et qu'ils laissent la place à des gens qui aujourd'hui ont envie de changer les choses, de porter le bien commun, de travailler à l'intérêt général. C'est ce qui nous anime et c'est aussi pour ça qu'on est en campagne. C'est pour ça que je vais être élu. Merci beaucoup, Thomas. Merci.